Bonjour à toutes et à tous. Nous avons commencé l'autre fois le chapitre spectre atomique. Nous avons parlé des échanges d'énergie entre l'atome et le milieu extérieur, les transitions, c'est-à-dire lorsque l'atome gagne de l'énergie ou bien au contraire l'atome émet de l'énergie, alors cette énergie est quantifiée, donc les transferts d'énergie sont quantifiés. L'atome possède des énergies quantifiées, c'est-à-dire des valeurs bien déterminées pour l'énergie, c'est-à-dire l'énergie de l'atome ne peut prendre que des valeurs discrètes qu'on a appelées niveau d'énergie. Et pour interpréter ce phénomène et en même temps interpréter le spectre d'émission et d'absorption des atomes, il est impossible d'expliquer ce phénomène observé en utilisant la nature ondulatoire de la lumière. Donc la nature ondulatoire de la lumière, cette nature est incapable d'expliquer ce comportement, le comportement du spectre d'absorption de la lumière. Alors, pour pouvoir donc interpréter les spectres d'absorption et d'émission et les niveaux quantifiés de l'atome, nous allons utiliser une nouvelle notion, c'est ce qu'on appelle le photon, notion de photon. C'est quoi le photon exactement? Le photon, c'est une corpuscule de masse nulle et de charge nulle. C'est-à-dire, si on parle de photon, on parle d'un quantum d'énergie, d'une quantité d'énergie. C'est-à-dire, la masse de ces photons est nulle et leur charge est nulle. Ils n'ont pas ni masse ni charge. Donc, ce n'est pas une particule matérielle, c'est une particule énergétique qu'on appelle photon. C'est-à-dire, c'est un quantum d'énergie ou bien photon. D'accord? Donc, lorsqu'on parle de quantum d'énergie, on parle de la nature corpusculaire de la lumière, puisque nous disons que la lumière est formée par des corpuscules. Ces corpuscules sont les photons. Ils sont appelés corpuscules tout simplement parce qu'ils n'ont pas ni masse ni charge. Alors, ces photons de masse nulle et de charge nulle se déplacent à la célérité de la lumière, c'est-à-dire à la célérité de 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Chaque photon transporte une énergie. L'énergie transportée par le photon, on va la noter W. W, c'est l'énergie du photon. C'est égal à quoi? Elle est proportionnelle à la fréquence de la radiation lumineuse mise en jeu. C'est-à-dire, elle est proportionnelle à nu, la fréquence nu. C'est-à-dire proportionnelle à C sur lambda. Nu étant la fréquence, lambda c'est la longueur d'onde, et H c'est une constante universelle déterminée expérimentalement, appelée constante de Planck, et qui vaut 6,62 10 à la puissance moins 34 joules seconde. Alors, à partir d'ici, donc on va parler toujours d'un photon comme étant un paquet d'énergie comme étant indivisible, c'est-à-dire le photon ne peut pas se diviser en deux, on ne peut pas prendre une partie de l'énergie du photon et garder le reste. Le photon, c'est un paquet d'énergie, donc son énergie est indivisible. Alors, si nous revenons maintenant au spectre atomique et au niveau d'énergie. Alors, l'énergie d'un atome peut être modifiée lors de sa rencontre avec une particule matérielle. Elle peut être une particule matérielle comme l'électron, et elle peut être aussi à la rencontre d'une lumière, c'est-à-dire à la rencontre d'un photon. Donc le photon, il se comporte comme une particule matérielle, il se comporte comme une particule capable de fournir de l'énergie à l'atome, sauf que une fois que le photon est absorbé par l'atome, donc il est absorbé en totalité, c'est-à-dire on ne peut pas prendre une partie du photon et laisser le reste. C'est-à-dire, ça c'est le plus important, la différence entre le comportement d'un photon et d'un électron vis-à-vis à l'atome, l'échange d'énergie entre l'électron et l'atome, bien sûr, c'est différent de l'échange énergétique entre le photon et l'atome. Une fois qu'il y a interaction entre un photon et l'atome, alors le photon sera absorbé par l'atome en totalité. Alors, la variation d'énergie de l'atome, qui est égale à delta E, qui peut être, on a vu déjà l'autre fois que delta E peut être positive ou négative selon le cas. S'il s'agit d'une émission, alors on passe d'un niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur, ça sera dans ce cas
une variation d'énergie négative, donc perte d'énergie. S'il s'agit du passage d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, absorption d'énergie, dans ce cas, delta E est positif. Dans les deux cas, en valeur absolue, cette variation d'énergie correspond à l'énergie du photon, c'est-à-dire correspond à H fois nu. Alors, si nous prenons donc notre système d'axe d'énergie, alors c'est N égale à 1, N égale à 2, N égale à 3, N égale à 4, N égale à 5, N égale à 6, etc. jusqu'à N égale l'infini. D'accord? À chaque niveau d'énergie, on va assigner une énergie E1, E2, E3, E4, etc. jusqu'à E l'infini. D'accord? Donc ça, c'est les niveaux d'énergie de l'atome. Alors on a plusieurs niveaux d'énergie, comme vous le voyez bien. N égale à 1, puis N égale à 2, N égale à 3, etc. Bien. Maintenant, le passage, la transition, si vous voulez, de l'atome d'un niveau à un autre, c'est-à-dire de niveau E1 au niveau E2 ou bien de niveau E2 au niveau E3, etc., ne peut avoir lieu que suite de l'absorption d'une énergie. Alors, cette énergie, voilà donc, donc on a noté ici, voilà, je vais supprimer donc l'écriture. Alors, on a donc les niveaux d'énergie qu'on a ici, correspondant à n égale à 1, n égale à 2, n égale à 3, etc., jusqu'à n égale à l'infini. Le niveau d'énergie le plus bas, et c'est très important ici, le niveau d'énergie le plus bas, E1, ça correspond à ce qu'on appelle l'état fondamental. L'état fondamental, c'est l'état de l'atome lorsque son énergie est la plus faible, c'est-à-dire la plus stable, puisque dans les systèmes matériels, on a toujours tendance à avoir l'énergie minimale pour acquérir la stabilité. Donc l'état fondamental, c'est l'état qui correspond à l'état le plus stable de l'atome. Par la suite, les autres états sont appelés états excités. Donc 2, 3, 4, 5, 6, etc. sont les états excités. Maintenant, si on donne de l'énergie à l'atome de façon à ce que l'énergie devient, de façon à ioniser l'atome, c'est-à-dire de façon à libérer l'électron le moins lié au noyau, d'une façon qu'il quitte l'atome. Dans ce cas, on parle de l'état ionisé. Nous allons considérer que l'état ionisé correspond à un état d'énergie dont le numéro c'est l'infini et dont l'énergie est égale à 0. C'est-à-dire une fois que l'atome est ionisé, l'énergie de l'atome est nulle. Et par suite, puisque l'énergie de l'atome ionisé est nulle, alors l'énergie de l'atome dans l'état fondamental et les états excités sont des énergies négatives. Donc il faut fournir de l'énergie pour pouvoir transiter l'atome de l'état fondamental ou d'un état parmi les états excités à l'état ionisé. Donc l'interprétation de l'idée d'absorption devient très facile. Lors de l'absorption d'un photon, un atome subit une transition de ce niveau, du niveau En au niveau d'énergie EP supérieur à En. Donc absorption et par la suite l'atome passe d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. D'accord? Et dans ce cas, l'atome va absorber le photon. Ou bien elle prend donc cette énergie de la part d'un électron. Une fois que le photon est absorbé, l'atome passe de l'état En à l'état EP. Donc la variation d'énergie de l'atome, delta E, qui est égale à EP moins En, n'est autre que l'énergie du photon, qui est égale à H nu, c'est-à-dire égale à Hc sur lambda. Donc la variation d'énergie de l'atome doit correspondre à Hc sur lambda, elle doit correspondre à H nu, c'est-à-dire doit correspondre à une radiation bien déterminée et non pas n'importe quelle radiation. Donc uniquement la radiation de longueur d'onde lambda qui donne Hc sur lambda égale à delta E, la différence des énergies entre les deux états, qui va être absorbée. C'est pour ça qu'on a des raies noires absorbées par les atomes de mercure ou les atomes de sodium. Tout simplement parce que ces raies noires correspondent en fin de compte à des radiations de longueur d'onde qui coïncident avec la variation d'énergie entre les deux états, l'état initial et l'état final de l'atome. Maintenant, si on passe
à l'interprétation des raies d'émission. Alors, dans le cas de la raie d'émission, une fois que l'atome reçoit de l'énergie et passe d'un état, de l'état fondamental, par exemple, à un état excité, bien sûr, l'atome ne reste pas dans l'état excité, puisque l'atome va chercher la stabilité en revenant à l'état fondamental qui correspond à l'énergie la plus basse. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? L'atome va rayonner de l'énergie et revient de l'état EP vers l'état EN. Donc, après avoir été excité à un niveau d'énergie EP, l'atome libère un photon. Bien sûr, l'énergie libérée va être libérée sous forme de photon. Un photon dont l'énergie, bien sûr, l'énergie de ce photon qui va être libérée n'est autre que Hc sur lambda avec delta E. La variation d'énergie, cette fois, c'est une variation négative, puisque la variation d'énergie, c'est toujours énergie finale moins énergie initiale. Une énergie finale étant inférieure à l'énergie initiale, delta E va être négative. Donc, c'est moins W, W étant l'énergie du photon. Donc, le système perd de l'énergie. Il perd une énergie égale à W, il perd ce photon. L'énergie perdue donc, va être donnée sous forme d'un photon. Et on aura donc l'atome qui passe de l'état excité à l'état fondamental, ou bien à un état excité de plus faible énergie, si vous voulez. Alors, nous voulons donc appliquer tout ça dans un exercice. Pour cela, voilà l'énoncé de l'exercice. Qu'est-ce qu'il dit? On donne les constantes universelles, la célérité de la lumière, l'électron-volt, on vous donne toujours sa valeur, c'est 1,6 10-19 joules, et la constante de Planck, 6,62 10-34 joules secondes. L'expérience de Franck-Hertz consiste à bombarder les atomes de mercure dans leur état fondamental par un faisceau d'électrons. Le montage expérimental simplifié est constitué d'une enceinte, d'un canon électron et d'un analyseur. On désigne par NE le nombre d'électrons émis par le canon pendant une seconde, et avec une énergie cinétique initiale EC0. Et par NC, le nombre d'électrons qui arrivent à l'analyseur pendant une seconde avec la même énergie cinétique initiale. C'est ce que nous avons déjà dit, on a déjà expliqué dans la première partie de ce chapitre. Alors, la courbe de la figure 1 traduit l'évolution du rapport NC sur NE en fonction de EC0. Vous voyez bien, au départ, c'est 1, et à partir de 4,9, c'est inférieur à 1, le rapport NC sur NE. Alors, la question, interpréter les parties de la courbe qui correspondent respectivement aux énergies EC0 inférieur à 4,9 électronvolts et EC0 supérieur à 4,9. Pourquoi, au départ, on a un rapport égal à 1 et par la suite, le rapport est inférieur à 1? Bien sûr, je vous rappelle ce qu'on a déjà vu dans la première partie de ce chapitre, c'est que lorsque l'énergie des électrons est inférieure à 4,9 électronvolts, tous les électrons émis par le canon n'ont pas donc l'énergie nécessaire pour exciter l'atome. Donc, les électrons émis par le canon arrivent à l'analyseur avec leur énergie cinétique initiale. Les chocs qui se produisent avec les atomes de mercure sont élastiques, pas de perte d'énergie, pas de transfert d'énergie de l'électron à l'atome. À partir de 4,9 électronvolts, certains électrons émis par le canon n'arrivent pas à l'analyseur. Tout simplement, ils arrivent avec une énergie cinétique inférieure à l'énergie cinétique initiale. Ces électrons vont entrer en collision avec les atomes de mercure et leur cèdent une partie de leur énergie. C'est pour ça que leur énergie maintenant est inférieure à EC0. Bien. Précisez la conclusion tirée de l'expérience de Franck-Hertz. Si vous vous rappelez la conclusion qu'on a faite l'autre fois, c'est que, suite de cette expérience de Franck-Hertz, on conclut que l'énergie de l'atome est quantifiée. L'énergie de l'atome ne peut prendre que des valeurs discrètes et bien déterminées. Donc, l'énergie de l'atome de mercure est quantifiée. Troisièmement, le schéma de la figure 2 représente quelques niveaux d'énergie. Voilà les niveaux d'énergie de l'atome de mercure. Donc, l'énergie de l'état fondamental, c'est moins 10,44. Les états excités et l'état ionisé, c'est une énergie nulle. Préciser la valeur de N correspondant à l'état fondamental de l'atome de mercure et donner la valeur de son énergie. Bien évidemment, c'est l'énergie donc la plus basse, la plus faible, c'est le moins 10,44. Donc l'état fondamental de l'atome de mercure correspond à N égale à 1, c'est-à-dire E1 est égal à moins 10,44 électronvolts, c'est l'énergie de l'état
fondamentale. Petit b, on déduire la transition de l'atome de mercure au cours de l'expérience de Franck et Hertz. Si vous vous rappelez de l'expérience de Franck et Hertz, on a dit que la seule quantité d'énergie que peut absorber l'atome de mercure pris dans son état fondamental, la première quantité d'énergie absorbable, c'est 4,9 électronvolts. Donc, vous voyez bien que l'atome de mercure à l'état fondamental, moins 10,44 électronvolts son énergie. Si on ajoute à cette énergie 4,9 électronvolts, on remarque qu'on trouve le moins 5,54, c'est-à-dire la transition concernée, c'est la transition du niveau n égale à 1 au niveau n égale à 2, puisque en ajoutant 4,9 électronvolts à moins 10,44 électronvolts, on obtient l'énergie de l'état excité numéro 1, c'est-à-dire n égale à 2, c'est moins 5,54. Donc la transition de l'atome de mercure correspondant à son passage de l'état fondamental d'énergie E1 vers l'état d'énergie E2, c'est-à-dire, si nous prenons E2, n'est autre que E1 plus l'énergie 4,9 électronvolts. Delta E, c'est E2 moins 1, correspond à 4,9 électronvolts absorbés par les atomes de mercure dans l'expérience de Franck et Hertz. Petit c, calculer la valeur de la longueur d'onde lambda relative à cette transition. On a dit que chaque transition correspond à un certain photon qui va être absorbé ou émis. Alors dans ce cas, il s'agit de l'absorption d'un photon. Alors le photon absorbé, s'il s'agit d'un photon absorbé pour passer de l'état n égale à 1 à l'état n égale à 2, ou bien d'un photon émis lorsqu'on revient de l'état n égale à 2 à l'état fondamental, l'énergie, donc la variation d'énergie delta E va correspondre à l'énergie du photon, c'est-à-dire H nu, c'est-à-dire Hc sur lambda. Donc delta E qui est égal à E2 moins 1 n'est autre que Hc sur lambda. On tire lambda égale à Hc sur delta E, on calcule. Mais il faut faire attention ici pour l'application numérique. On a H en joules seconde, C en mètres par seconde, delta E doit être en joules et non pas en électronvolts. Donc lorsque vous remplacez delta E, vous devez écrire 4,9 fois 1,6-19. Puis, vous faites le calcul pour avoir la longueur d'onde lambda considérée. Bien. Quatrièmement, l'atome de mercure est dans son état fondamental. Déterminer la valeur limite de la fréquence nu lim de la radiation incidente qui peut assurer l'ionisation de l'atome de mercure. C'est-à-dire, l'atome étant à l'état fondamental, on veut l'ioniser. C'est-à-dire, l'atome possède une énergie égale à E1, c'est-à-dire moins 10,44 électronvolts. Alors, à partir de cet état, moins 10,44 électronvolts, nous voulons passer à l'état n égale à l'infini, c'est-à-dire où l'énergie est nulle. Alors, l'énergie juste nécessaire à l'ionisation de l'atome de mercure, c'est W qui est égal à E infini moins 1, c'est-à-dire l'état final, c'est E à l'infini, l'état initial, c'est E1, donc 0 moins 1, puisque l'énergie de l'état ionisé, c'est 0, alors ça sera moins E1 est égal à H fois nu limite. Donc H nu lim, c'est moins E1 sur H. De même ici, il faut faire attention, E1, il faut l'exprimer en joules, puisque H, c'est en joules seconde, pour avoir la fréquence en Hertz. Donc, vous remplacez E1, multiplié donc par 1,6 10-19, vous divisez par H, 662 10-34, vous trouvez la fréquence. Petit b, parmi les deux radiations de fréquence respectives nu1 et nu2, précisez en justifiant celle qui convient pour ioniser l'atome de mercure. C'est-à-dire parmi ces deux fréquences, ces deux radiations, laquelle peut ioniser l'atome de mercure. Nous avons dit que pour ioniser l'atome de mercure, il faut fournir de l'énergie nécessaire, une énergie égale au moins à l'énergie d'ionisation ou supérieure à l'énergie d'ionisation. Donc une énergie inférieure à l'énergie d'ionisation ne permet pas à l'atome de passer à l'état ionisé. On a calculé tout à l'heure la fréquence limite, 2,52. Donc pour une fréquence inférieure à 2,52 10 à la puissance 13 Hz, bien sûr l'énergie va être inférieure à l'énergie nécessaire pour ioniser l'atome.
Donc si vous avez une fréquence inférieure à cette valeur, cela veut dire que l'énergie est inférieure à la valeur de W limite, inférieure à l'énergie d'ionisation, ce qui veut dire que la première radiation, qui correspond à la fréquence N1, est incapable d'ioniser l'atome de mercure, alors que la deuxième radiation, dont la fréquence est supérieure à 2,52, c'est ça, 10 à la puissance 15 Hz, c'est possible donc d'ioniser, elle est capable d'ioniser l'atome de mercure. Donc, nu1 est inférieur à nu limite, il n'y a pas d'ionisation. Nu2 supérieur à nu limite, nu c'est la fréquence, hein, il y a ionisation. Vous avez donc les données que vous pouvez utiliser pour faire le calcul. Bien, revenons au spectre d'émission et d'absorption, et nous allons étudier le cas particulier de l'atome d'hydrogène, spectre de l'atome d'hydrogène. C'est-à-dire l'atome d'hydrogène, c'est l'atome le plus simple, puisque c'est formé par un seul proton dans le noyau et un seul électron qui gravite autour. Donc c'est l'atome le plus facile à étudier. Alors, la variation, si vous voulez, les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont déterminés avec précision. L'atome d'hydrogène est le plus simple des atomes. Il est composé d'un électron qui gravite autour d'un proton. Les niveaux d'énergie de cet atome sont donnés par la formule En égale à moins E0 sur N au carré. Donc, cette formule n'est valable que pour le cas de l'atome d'hydrogène. Pour l'atome d'hydrogène, En, c'est moins E0 sur N au carré. C'est quoi le E0 et c'est quoi le N au carré? E0, c'est une énergie positive égale à 13,6. Donc, c'est moins 13,6 sur N au carré. Ou N, c'est un nombre entier non nul. C'est-à-dire, N peut être égal à 1, 2, 3, 4, etc. Ce qui correspond aux énergies E1, E2, E3, E4, etc. Bien. Alors, cette formule, En égale à moins E0 sur N carré, peut nous servir pour calculer les énergies des différents niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. C'est-à-dire pour N égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Il suffit d'appliquer la formule. On a moins 13,6 sur N au carré, moins 13,6 sur 1, moins 13,6 sur 2, etc. Ce qui donne, si on fait le calcul, vous trouvez moins 13,6 électronvolts pour l'état fondamental, moins 3,4 électronvolts, moins 3,40 électronvolts pour l'état excité numéro 1, moins 1,51 pour l'état excité numéro 2, etc. Donc, vous aurez les énergies. Ces énergies, donc, vous voyez bien que le moins 13,6, c'est l'état fondamental, N égale à 1, et les autres sont des états excités. C'est pour N supérieur à 1, ce sont des états excités. L'état ionisé correspond alors à N égale à l'infini. Ces valeurs peuvent nous servir pour tracer donc, les différents niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène et voir les différentes transitions possibles pour l'atome d'hydrogène. Vous voyez bien qu'on peut classer le spectre de l'atome d'hydrogène en plusieurs séries, si vous voulez. Une série qu'on appelle série de Lyman, une série de Balmer, série de Paschen, etc. Bon, les séries, comment ils sont regroupés? Si on parle d'une série, on parle de les transitions qui aboutissent à un même état final. C'est-à-dire, si on considère les transitions qui aboutissent à l'état fondamental N égale à 1, alors on parle de la série de Lyman. Si on parle des transitions dont l'état final est l'état correspondant à N égale à 2, on parle de la série de Balmer, etc. Donc, dans le cas général, la variation d'énergie, lorsqu'on passe d'un niveau P à un niveau N, c'est EP moins EN, d'accord? On passe d'un niveau N à un niveau P, donc l'état final moins initial, EP moins EN. C'est, si on applique la formule relative, donc valable pour l'atome d'hydrogène, EP c'est moins 13,6 sur P au carré, et EN c'est moins 13,6 sur N au carré. Alors, ce qui donne 13,6 facteur de 1 sur N carré moins 1 sur P carré, ça c'est une relation valable pour l'hydrogène et qui nous permet de calculer la variation d'énergie lors d'une transition d'un niveau N à un niveau P. D'accord? Si nous prenons le cas, donc ça c'est le spectre de redémission de l'atome d'hydrogène,
qu'on peut les classer en plusieurs séries, d'accord, classées en séries correspondant aux transitions qui aboutissent au même niveau d'énergie. On a la série de Lyman, c'est celle qui fait passer l'atome vers l'état fondamental, n égale à 1, d'un état bien sûr supérieur à 1 vers l'état n égale à 1. Donc, ce qui donne toujours des radiations ultraviolettes, donc invisibles, ce sont des radiations invisibles. La série de Lyman peut donc donner l'expression de delta EP, EP1, puisqu'on a toujours n égale à 1, E, delta E, P1, c'est EP moins E1, ce qui donne 13,6 facteur de 1 sur 1 au carré, 1 moins 1 sur P carré. Grâce à cette formule, on peut faire le calcul de la variation d'énergie pour le passage de l'état n égale à 2 vers l'état n égale à 1, de n égale à 2, 3 vers 1, de 4 vers 1, etc. Pour la série de Balmer, c'est lorsqu'on a un retour vers l'état excité numéro 1, c'est-à-dire pour n égale à 2, et P supérieur à 2. On aura des radiations visibles pour P strictement inférieur à 7, c'est-à-dire pour les radiations correspondant au passage de n égale à 3 à n égale à 2, n égale à 4 à n égale à 2, n égale à 5 à n égale à 2, n égale à 6 à n égale à 2. Non, ça c'est n égale à 6, oui. Mais n égale à 7, c'est pas une radiation visible. D'accord? C'est pas une radiation visible. Pour la série de Paschen, de même, ce sont des radiations invisibles, ce sont des radiations dans l'infrarouge. La formule, donc, cette formule de départ va nous donner la formule dans le cadre de la série de Balmer en remplaçant le P par le N par 2. Ça sera EP moins E2 et vous trouvez 13,6 fois 1 sur 2 au carré fois 1 quart moins 1 sur P au carré. Et enfin, la série de Paschen qui correspond à N égale à 3, P supérieur à 3 et N égale à 3. Et on aura des radiations invisibles. Ce sont des radiations infrarouges. Bien. Alors, l'énergie d'ionisation maintenant de l'atome d'hydrogène, c'est quoi? On parle d'énergie d'ionisation, c'est l'énergie qu'on doit fournir, l'énergie nécessaire qu'il faut fournir à l'atome, pris dans son état fondamental. J'insiste bien sur le fait que l'atome doit être dans son état fondamental pour l'ioniser, c'est-à-dire l'état de départ, c'est l'état fondamental, l'état final, c'est l'état ionisé. Alors, l'énergie nécessaire, c'est-à-dire l'énergie suffisante pour l'ionisation, s'appelle énergie d'ionisation. On peut donner une énergie plus grande que l'énergie d'ionisation, on aura toujours l'atome ionisé, mais ce n'est pas l'énergie d'ionisation. Donc, on parle de l'énergie minimale qu'on doit fournir, l'énergie nécessaire, juste nécessaire pour l'ionisation de l'atome d'hydrogène. L'énergie donc de l'atome à l'état initial correspond à 1, et celle de l'état final, c'est E infini. Si on calcule l'énergie d'ionisation, delta E, c'est l'état final, l'énergie de l'état final moins l'énergie de l'état initial, vous aurez l'énergie d'ionisation, c'est moins E1, puisque l'énergie de l'atome ionisé, ça c'est E l'infini, c'est 0. Donc 0 moins E1 va être égal à moins E1, et E1 étant égal à moins 13,6 électronvolts, donc l'énergie d'ionisation n'est autre que moins 13,6, c'est 13,6 électronvolts, donc c'est exactement l'énergie E0 qu'on a donnée dans la formule de tout à l'heure, En égale à E0 sur N au carré. Bien. Remarque importante, une remarque très importante, donc à ne pas confondre l'énergie d'ionisation à l'énergie de l'atome ionisé. C'est-à-dire, si on parle de l'énergie d'ionisation, c'est l'énergie qu'il faut fournir à l'atome pour l'ioniser. Mais l'énergie de l'atome ionisé, c'est 0, c'est nul. Donc l'atome, une fois ionisé, son énergie est nulle. Donc il y a une différence entre l'énergie d'ionisation et l'énergie de l'atome ionisé. Maintenant, il faut faire la différence entre l'interaction atome-photon et l'interaction atome-électron. C'est-à-dire, si l'énergie du photon est supérieure à l'énergie d'ionisation, d'accord, le photon est absorbé et l'atome est ionisé. Le supplément d'énergie, on a donc une énergie supérieure à l'énergie d'ionisation. Donc le supplément d'énergie va être fourni à l'électron éjecté, l'électron qui va quitter l'atome sous forme d'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie
qu'on a fourni, l'énergie du photon, va être égale à l'énergie d'ionisation, et le reste, c'est l'énergie cinétique de l'électron éjecté. Donc, si l'énergie du photon est supérieure à l'énergie d'ionisation, on aura toujours interaction, c'est-à-dire le photon est absorbé. Maintenant, si le photon possède une énergie inférieure à l'énergie d'ionisation, est-ce qu'il sera absorbé ou non? Dans ce cas, il faut faire attention. Le photon dont l'énergie est inférieure à celle d'ionisation, il doit correspondre à une transition pour être absorbé. S'il ne correspond pas à une transition possible, il n'est pas absorbé. Donc, s'il ne correspond à aucune transition possible, alors il n'est pas absorbé. Il est diffusé par l'atome sans être absorbé. Donc, le photon doit avoir une énergie exactement égale à celle nécessaire à la transition pour être absorbé. On a dit déjà que le photon est un quantum d'énergie, est un paquet d'énergie. On ne peut pas le diviser en deux. On ne peut pas prendre une partie et laisser l'autre partie. Donc, dans ce cas, le photon doit avoir exactement l'énergie nécessaire à la transition pour être absorbé. Maintenant, s'il s'agit d'un électron, interaction entre l'atome et l'électron, dans ce cas, si l'énergie cinétique de l'électron, au contraire donc d'un photon qui possède une énergie indivisible, l'électron peut fournir une partie de son énergie cinétique et garder le reste. C'est possible. Un électron d'énergie cinétique supérieure à l'énergie nécessaire à une transition, il peut réaliser la transition. Il cède une partie de son énergie à l'atome et garde le reste. C'est-à-dire l'énergie avant le choc, il possède une certaine énergie cinétique EC0. Après le choc, il possède une cinétique ECF. Cette énergie cinétique n'est autre que la différence EC0 moins delta E moins la quantité d'énergie absorbée par l'atome de la part de l'électron. Donc EC0, c'est l'énergie cinétique avant le choc. Delta E, c'est l'énergie de la transition. Et ECF, c'est l'énergie cinétique après le choc. Donc, vous voyez bien qu'il y a une certaine différence entre le cas de l'électron et le cas du photon. L'électron se comporte autrement que le photon. Le photon, il est donc, ou bien qu'on le prend en totalité, ou bien que non, alors que l'électron, on peut prendre une partie de son énergie. S'il possède une énergie inférieure à l'énergie minimale pour une transition, alors il n'interagit pas. Mais une fois qu'il a une énergie égale ou supérieure, comme le cas de l'expérience de Frank et Hertz, si l'énergie de l'électron est supérieure à 4,9 électronvolts, on aura une transition pour l'atome de mercure, puisque même s'il possède une énergie égale à 5 électronvolts, l'atome va recevoir 4,9 électronvolts pour passer de son état fondamental à l'état excité numéro 1, et le reste va rester, donc l'électron garde le reste de l'énergie, c'est-à-dire 5 moins 4,9, c'est-à-dire 0,1 électronvolts. Alors que le photon, non. Le photon, s'il a 5 électronvolts, il ne peut pas exciter l'atome de mercure. Il doit avoir une énergie exactement égale à 4,9 pour l'exciter, sinon 5, ça ne marche pas. Bien. Pour terminer, nous allons voir ensemble un exercice d'application concernant l'atome d'hydrogène. Les niveaux d'énergie quantifiés de l'atome d'hydrogène sont donnés par En égale à moins E0 sur N au carré, où N est un entier naturel non nul et E0 égale 13,6 électronvolts. Cet atome peut passer d'un niveau N d'énergie En à un niveau M d'énergie Em. On donne les constantes universelles, la constante de Planck, la célérité de la lumière, l'électronvolt en joules, c'est égal à combien, puisqu'on va se servir de ces valeurs par la suite. Alors, la première question, nommer le passage de l'atome d'hydrogène d'un niveau N à un niveau M. Donc, ce passage, on a déjà dit qu'il est nommé transition. Il s'agit donc d'une transition. D'accord? Le passage, que ce soit d'un niveau plus bas vers un niveau plus haut, ou bien l'inverse, c'est toujours, il s'agit d'une transition. Décrire brièvement le spectre obtenu dans chacun des cas suivants, lorsque N est supérieur à M et lorsque N est inférieur à M. Vous voyez bien qu'on va passer d'un niveau, nous disons qu'on va passer d'un niveau N à un niveau M, donc de N vers M. D'accord? De N vers M. Alors, lorsque N est supérieur à M, alors on va descendre de niveau d'énergie et par la suite c'est une émission. Par contre, si N est inférieur à M, donc on va monter
dans le niveau d'énergie et par la suite c'est une absorption. Donc pour n supérieur à m, on observe un spectre d'émission formé de raies colorées. Par contre, pour n inférieur à m, on observe un spectre d'absorption formé de raies noires. On a dit qu'il s'agit d'une absorption puisque l'énergie puisque l'état n est inférieur, En est inférieur à Em. Bien. Troisièmement, on considère le passage de l'atome d'hydrogène du niveau N au niveau M, tel que N est supérieur à M. Montrer que la longueur d'onde lambda de la radiation correspondant à cette transition s'écrit 1 sur lambda égale 1 sur lambda 0 fois 1 sur M au carré moins 1 sur N au carré. Alors, où lambda est une constante qu'on va déterminer. Alors, nous allons utiliser le fait que pour l'atome d'hydrogène, le niveau d'énergie est donné par En égale à Hc sur lambda. On a delta E, la variation d'énergie En moins Em n'est autre que H nu, l'énergie du photon, c'est-à-dire Hc sur lambda. Ce qui vous permet d'écrire que Hc sur lambda n'est autre que En c'est E0 sur moins E0 sur N au carré, et Em c'est E0 moins E0 sur M au carré. Le moins avec le moins, ça fait plus, donc on a 1 sur M au carré avec plus, et moins 1 sur N au carré. Et E0, ça sera en facteur. Donc on place E0 en facteur, on aura donc E0 facteur de 1 sur M au carré, moins 1 sur N au carré. Bien. Si on divise le E0 par Hc, on aura 1 sur lambda. 1 sur lambda égale E0 sur Hc. Facteur de 1 sur M au carré, moins 1 sur N au carré. Il suffit de remplacer le E0 sur Hc par 1 sur lambda 0 et on aura l'expression désirée. On aura donc 1 sur lambda égale 1 sur lambda 0, facteur de 1 sur M carré moins 1 sur N au carré. Ce qui permet d'écrire la relation 1 sur lambda égale 1 sur lambda 0, facteur de 1 sur M carré moins 1 sur N carré, avec 1 sur lambda 0, c'est E0 sur Hc. Donc lambda 0, c'est l'inverse, c'est Hc sur E0. Une application numérique, il ne faut pas oublier de même que le H, c'est en joules par seconde, joule-seconde, donc C en mètres par seconde, le 0 doit s'exprimer en joules, et par la suite, la valeur de E0, ce n'est pas 13,6, mais plutôt 13,6 fois 1,6 10 moins 19 en joules pour avoir la valeur de lambda 0, qui sera donnée généralement en nanomètres. Généralement, on donne la longueur d'onde en nanomètres pour avoir une bonne précision sur la valeur de lambda, avec parfois 1 ou 2 chiffres après la virgule. Bien. Par la suite, quatrièmement, on considère les 4 radiations de l'atome d'hydrogène correspondant aux longueurs d'onde suivantes, lambda 1, lambda 2, lambda 3 et lambda 4. Sachant que le niveau final est m égale à 2. Le niveau final, c'est m égale à 2. C'est-à-dire on va descendre à l'état excité numéro 1. Alors, préciser les niveaux n correspondant aux transitions qui ont émis les radiations précédentes. Donc, on a m égale à 2. Nous voulons chercher les valeurs de n possibles qui vont nous donner ces longueurs d'onde lambda 1, lambda 2, lambda 3 et lambda 4. Alors, revenons un peu à ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà la relation qu'on a. Alors, on a m2 maintenant est connu. C'est n qui est inconnu. D'accord? Et nous voulons chercher donc la valeur de lambda. D'accord? Pardon, voilà. On veut chercher la valeur, plutôt on a lambda, on veut chercher la valeur de n, puisque m est connu. Alors, si vous prenez cette formule et vous essayez de déduire n à partir de la formule, puisque m est connu, m c'est égal à 2, on va remplacer m par 2. Et vous avez lambda 1, lambda 2, bon, on va noter lambda i pour dire l'une des longueurs d'onde, les 4 longueurs d'onde. D'accord? Et vous aurez donc la relation, ici vous avez donc n est égal à 4, lambda 0, pardon, ici lambda 0 et lambda 0, et on a lambda i. À chaque fois, pour avoir donc n numéro 1, il suffit de remplacer lambda i par lambda 1, puis lambda i par lambda 2, par lambda 3, par lambda 4. À chaque fois, il suffit de remplacer dans l'expression avec lambda 0 qu'on a déjà calculé. Ici, c'est lambda 0, hein, lambda 0 ici. Alors, vous trouvez les valeurs de n, vous trouvez n égale à 3, n égale à 4, n égale à 5 et n égale à 6. Bien. Cinquièmement, on considère l'atome d'hydrogène à l'état fondamental.
c'est-à-dire son énergie, c'est moins 13,6 électronvolts. On l'excite par une radiation monochromatique dont l'énergie du photon est W. D'écrire sans faire de calcul ce qui se passe si W est supérieur à I0. Bien sûr, si W est supérieur à I0, à E0, alors E0 c'est l'énergie d'ionisation dans ce cas de l'atome d'hydrogène. Alors l'atome d'hydrogène va être ionisé. Si cette énergie est supérieure à E0, alors le reste, l'énergie supérieure à E0 va être donc utilisée par l'électron éjecté sous forme d'énergie cinétique. Donc le photon peut être absorbé, une partie de son énergie ionise l'atome bien sûr, et l'autre partie il est donné sous forme d'énergie cinétique à l'électron éjecté. Petit b, calculer la longueur d'onde maximale lambda m de la radiation d'énergie W pour laquelle l'atome d'hydrogène se trouve dans un état ionisé. D'accord? On veut chercher la longueur d'onde lambda m, lambda maximale. D'accord? Pour cela, alors, on a l'énergie du photon, c'est Hc sur lambda max, lorsque l'énergie du photon est égale à E0, c'est l'énergie donc minimale nécessaire. Puisque l'énergie minimale c'est E0, alors lambda c'est inversement proportionnel à lambda. Donc lambda va être maximale. E0 c'est l'énergie minimale de W, c'est la valeur minimale de W. Donc lambda obtenu c'est lambda maximale. Lambda max ça va être Hc sur E0, Hc sur W qui est égal à E0. Et vous faites l'application numérique, vous avez les valeurs de H et de C et de E0, en joules bien sûr. Vous trouvez lambda max c'est 91,26 nanomètres. On demande si cette longueur d'onde appartient à quel domaine, domaine visible ou bien infrarouge, ultraviolet, etc. Puisque la longueur d'onde maximale, c'est 91,26 nanomètres, on a les longueurs d'onde en nanomètres, 91, c'est inférieur à 400, supérieur à 10. Donc, c'est dans le domaine de l'ultraviolet. Donc, lambda m appartient au domaine du rayonnement ultraviolet. Voilà, je vous remercie donc pour votre attention et bon courage et espérons que ça marche bien pour vous à la fin de l'année. Merci.